Chaque jour, des travailleurs et des travailleuses super-héros sont exposés à des vilains contaminants. Cadmium, fluorure, mercure, plomb et bien d'autres affaires. Des experts, des expertes combattent sans relâche ces ennemis invisibles. En vedette dans cet épisode, dans le rôle du chimiste toxicologue Sébastien Gagné, Sébastien Gagné. Sans que ce soit un film catastrophe, la surveillance biologique des contaminants, c'est important. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. On écoute Sébastien Gagné dans le rôle de Sébastien Gagné, chimiste toxicologue. La surveillance biologique, ça vise à évaluer l'exposition à une substance chimique pour un travailleur ou une travailleuse qui aurait été exposé. Ça mesure aussi le risque à la santé qui serait encouru. On utilise un paramètre à un moment donné dans un milieu biologique précis. Sébastien, on parle de quel type de paramètre? Le paramètre, c'est soit le contaminant d'origine ou un de ses métabolites, dans un milieu biologique comme le sang ou l'urine principalement, et puis à un moment comme la fin du quart de travail de la journée, la fin du quart de travail de la semaine, ou encore suivant une exposition cumulée sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. L'approche permet de déterminer l'exposition à un contaminant systémique, un contaminant qui serait entré dans la circulation sanguine de l'individu. C'est moins bon pour mesurer un effet local, par exemple, comme une brûlure chimique sur la peau, parce que le contaminant aurait agi sur la peau puis qu'il ne serait pas entré en circulation, puis on ne le retrouverait pas dans l'urine, par exemple. Mais peux-tu m'en dire plus? Ça m'intéresse vraiment. La surveillance biologique repose beaucoup sur la théorie de l'ADME. A pour absorption, D pour distribution, M pour métabolisme et puis E pour élimination. Si on les reprend un petit peu plus lentement de façon séparée, A, c'est pour absorption, c'est le fait que la molécule qui est étrangère au corps va venir s'introduire dans l'organisme de par différentes voies. Le D pour distribution, c'est le fait que la molécule qui a été absorbée va se promener en circulation sanguine au travers les différents organes où est-ce qu'elle peut être soit accumulée ou soit réémise vers la circulation sanguine ou encore vers un autre organe. Le métabolisme comme tel, c'est l'action des enzymes qui agissent sur les molécules principalement organiques dans lesquelles l'enzyme va introduire des fonctionnalités polaires qui vont rendre la molécule plus hydrosoluble, donc plus facilement éliminable, par exemple dans les urines. L'élimination, c'est le fait que le corps prend les molécules qui sont étrangères et intérieures dans le corps, puis qui vont l'éliminer soit de par les urines, la bile et puis les matières fécales, par exemple. Finalement, j'écoute Sébastien, là, et c'est pas du tout un film catastrophe, là. C'est du cinéma d'enquête, c'est carrément un film policier. Une enquête complexe. Des ennemis invisibles. Un scientifique qui tente d'identifier les coupables. Une quête qui le mènera dans les derniers retranchements du tableau périodique. H et les bébés sénophnés. Oh, souvenir du labo de chimie au cégep. Mais quelles sont les substances absorbées par le corps humain? Retrouvez Sébastien Gagné dans le rôle du chimiste toxicologue. Les substances qui peuvent être absorbées dans le corps sont divisées en deux grandes catégories, si je peux le dire. Les substances organiques puis les substances inorganiques. Dans les substances organiques, on compte les solvants, par exemple, les isocyanates qui sont utilisés dans la polymérisation du polyuréthane, qu'on retrouve en peinture automobile ou encore en mousse d'isolation. On retrouve aussi de la surveillance biologique pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les hydrocarbures aromatiques, ça c'est pas pour la recette de sauce à spaghetti. Sébastien, peux-tu me répéter ça? Ben oui, je te répète ça. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou encore HAP. Ouais, c'est du costaud. C'est des produits qui sont émis lors de la combustion incomplète de matière organique. Pour les substances inorganiques, où est-ce qu'on peut faire de la surveillance biologique, on parle principalement de métaux qui sont émis lors des procédés de fumée de soudage, par exemple, ou de coupage, de meulage de pièces métalliques, ou encore lors du recyclage de batteries automobiles qui émettent une bonne quantité de substances inorganiques.
Ces substances-là sont absorbées par 3 grandes voies d'absorption. Première voie d'absorption, c'est l'absorption pulmonaire, quand le travailleur ou la travailleuse inhale un contaminant chimique. Deuxième voie d'absorption, qui est quand même assez présente en milieu de travail, c'est l'absorption cutanée, quand un produit chimique entre en contact avec la peau. Puis, troisième voie d'absorption, qui est un petit peu moins instinctive, c'est la voie digestive. C'est pas instinctif parce que ça peut paraître surprenant qu'un travailleur prenne un morceau de contaminant puis qu'il se mette à le manger. Mais quand on le met dans le contexte du milieu de travail, c'est pas si surprenant que ça. Comme on a juste à penser au contact main-bouche, par exemple. Quand un travailleur fume une cigarette sur le lieu de travail avec des mains sales, il y a un contact main-bouche qui se produit puis il peut absorber par la voie digestive du contaminant. Même chose s'il ne se lave pas les mains avant de manger un sandwich. Le contaminant peut être absorbé par la voie digestive juste par contact main-bouche. Je comprends donc que c'est vraiment important de se laver les mains. En surveillance biologique, les effets néfastes, c'est un petit peu délicat. Parce que la surveillance biologique, c'est pas une mesure d'une maladie, mais c'est la mesure d'une exposition à la substance. Ce qu'on se dit, c'est si le niveau d'exposition est contrôlé, bien, ça vise à prévenir l'apparition d'effets néfastes chez le travailleur ou la travailleuse. Ben justement, c'est ça. C'est les effets néfastes qui me font peur. C'est pas du tout un film policier. C'est pire que je pensais. C'est un film d'horreur. Ils sont invisibles. Ils sont partout. Ils peuvent entrer par votre peau, par vos narines. Ils contaminent même votre sang. Ils sont encore plus épeurants qu'une grosse araignée poilue que tu viens de voir au plafond pendant que tu prends ta douche. Bon, j'exagère comme toujours, mais c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Mais comment fait-on pour détecter ces terrifiants contaminants? Retrouver Sébastien Gagné. Bon, vous connaissez la suite. La qualité des prélèvements, c'est vraiment primordial en surveillance biologique. Parce que si on donne un mauvais prélèvement, on aura beau avoir la meilleure méthode d'analyse au laboratoire, mais le résultat qui va en sortir va être aussi mauvais que le prélèvement qui a été fait. Donc, au niveau des prélèvements, c'est important, que ce soit un prélèvement sanguin ou urinaire, d'éviter d'entrer en contact avec des contaminants. Ce qu'on demande toujours aux travailleurs, c'est de se laver les mains à l'eau savonneuse dans un premier temps. Aussi, retirer les vêtements souillés qui pourraient contenir différents contaminants. Puis aussi, dans certains cas extrêmes, de même d'aller jusqu'à prendre une douche avant de fournir un prélèvement. Pour ce qui est des prélèvements sanguins, c'est important qu'une infirmière nettoie comme il faut la surface de la peau où est-ce que l'aiguille va être appliquée pour éviter qu'il y ait des contaminants qui aillent sur l'aiguille de la seringue. Nous, à l'IRSST, on a 2 guides utiles en surveillance biologique. Un premier guide qui est le guide de prélèvement des échantillons, où est-ce que les intervenants et les intervenantes vont trouver de l'information sur comment prélever leur échantillon, comment les conserver, comment les acheminer au laboratoire, un résumé des valeurs de référence, par exemple. On a aussi un second guide qui vise les stratégies et puis l'interprétation des résultats. Sébastien, comment on utilise les guides? Ça donne beaucoup d'informations aux infirmières et aux médecins pour interpréter leurs résultats. Ça contient aussi des fiches pour chacune des substances qui sont couvertes par des tests de laboratoire qui sont faits, auxquels les intervenants peuvent se référer pour trouver de l'information sur les différentes substances. On a aussi des info-labos qui sont une source d'information plus ponctuelle, je dirais, que le guide sur des changements récents qui seraient survenus ou des informations supplémentaires qu'on a à transmettre à nos intervenants et intervenantes. Les valeurs de référence qui sont utilisées au Québec, on peut les diviser en 2 grandes catégories. On aurait les valeurs de référence qui sont établies à partir d'une relation effet-dose interne. Dans un second temps, les valeurs de référence qui sont établies par une relation dose externe, dose interne. Toutes ces valeurs de référence-là, c'est pas nous autres qui se sont levés un matin puis qui les nommons. On se fie sur les valeurs qui ont été publiées par la CGIH. La surveillance biologique, elle se trouve à être complémentaire à la surveillance environnementale. Dépendamment du scénario, on va soit utiliser une ou l'autre, et puis souvent on utilise les deux de façon conjointe. Donc par exemple, si on veut mesurer la conformité à une norme, on utilise la surveillance environnementale parce que c'est les seuls qui ont des valeurs normées. La surveillance biologique, avec ses valeurs de référence, ce sont des valeurs recommandées uniquement. On va utiliser la surveillance biologique principalement quand on veut mesurer la charge corporelle totale d'une substance qui aurait été absorbée
soit par inhalation, par contact cutané ou par voie digestive. On va aussi utiliser la surveillance biologique pour mesurer l'efficacité des équipements de protection personnelle ou encore l'augmentation des charges de travail. Et Sébastien, vous pouvez surveiller jusqu'à combien de substances? Nous, au laboratoire, on prend en charge pas loin d'une trentaine de substances chimiques pour lesquelles la surveillance biologique est possible. C'est sûr que c'est beaucoup moins de substances que pour la surveillance environnementale, mais c'est le maximum qu'on peut faire étant donné les connaissances actuelles en surveillance biologique. Quand on fait le travail en respectant les règles de l'art, on n'a pas l'impression d'être dans un film catastrophe, ni un drame policier, ni un film d'horreur. Non, c'est pas non plus un film à l'eau de rose. Ça se situerait, selon moi, quelque part entre Steven Spielberg et Ingmar Bergman. Je sais pas, quelque part entre Agnès Jaoui et Michael Bay. Écoutez les autres épisodes de la SST expliquée sur votre plateforme préférée. Phonique. Le fin son de l'histoire.